Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode je ne sais pas combien du podcast de Méthylène. Je m'appelle Imelda et vous pouvez me retrouver sur Avelry ainsi que sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors oui, je sais pas combien, ça doit être le huitième je crois d'épisode. Bon bref, je commence à perdre le compte, c'est que c'est bon signe, c'est que ça veut dire que c'est rentré dans ma routine là, les épisodes de podcast. Là ça doit faire 3 semaines qu'on ne s'est pas vu parce que la vie a fait que j'ai pas pu revenir avant. Donc dans cet épisode, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Il y aura du tricot, il y aura aussi de la couture. Et d'ailleurs, dans la partie couture, il y avait une personne qui m'avait demandé de faire un focus sur la préparation des tissus. Donc j'ai filmé quelques plans, on verra si j'arrive à les inclure. Voilà, j'essaierai de mettre ça. Et puis tout à la fin, je vous ferai aussi une petite partie lecture parce que j'avais partagé en story Instagram un livre que j'étais en train de lire et vous étiez plusieurs à me demander de faire un retour sur ce livre. C'est le nouveau Franck Tillier. Donc on parlera de ça à la fin. En tout cas, je souhaite bienvenue à tous ceux qui débarquent sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment vraiment beaucoup plaisir. Et puis je remercie tous ceux et celles qui reviennent à chaque épisode. Je reconnais certains pseudos à chaque fois dans les commentaires, donc merci beaucoup. On va passer à la partie tricot et comme d'hab, je vais mettre tout en barre de description, enfin les catégories, les parties. Comme ça, vous pourrez switcher de partie en partie. Enfin, vous pourrez, pardon, je vais essayer de ne pas parler trop en anglicisme, un peu compliqué. Vous pourrez sauter une partie que vous ne voudriez pas voir. Et puis voilà. Ah oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste ce que je porte, c'est une blouse. Ah oui, c'est une blouse rosa. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y avait quelqu'un dans un de mes épisodes, je sais plus lequel, qui m'avait dit, mais en fait, la créatrice Lapis Verte qui avait fait ce patron-là, elle ne s'appelle plus Lapis Verte, elle s'appelle autrement et c'est pour ça qu'on la retrouve plus. Mais elle existe toujours. Donc je vais essayer de retrouver mes notes. Voilà, c'est Catherine qui me disait que... Non, c'est pas Catherine. C'est pas Catherine. Je crois que c'est Française Chérie. Je vous mettrai le nom juste ici de toute manière, mais je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, je ne sais plus. Non, je retrouve pas mes notes. Je note tout mais à moitié en fait. Donc, des fois, il me sert à rien ce carnet. Enfin bref. Voilà, donc c'est la blouse piverte la blouse rosa, pardon, d'anciennement la piverte qui est devenue française chérie a priori. C'est vraiment une blouse super jolie avec. Alors il y a plusieurs options de col. Moi j'ai dû faire le col Mao, je crois. Un volant qui court du devant jusqu'au dos. Je vais essayer de me tourner pour vous montrer. Voilà, en bas pas de particularité. Et puis par contre au niveau des poignées de manche, c'est super joli. On est sur une fin de capucin et puis un poignet de manche avec des froufrous. Parce que moi j'adore les froufrous, hein, je pense que vous l'aurez vu. Voilà, donc celle-ci est très bien faite. Par contre celle-ci je l'ai faite à l'envers. Vous voyez, ça doit aller au-dessus et en fait ça va en dessous et ça doit aller en dessous et ça va au-dessus. Enfin bref. Mais il n'y a personne qui le voit, clairement, il n'y a que moi qui le sais. Donc voilà pour ce que je porte, pas de tricot. Ah si, j'ai mon gilet derrière parce que tout à l'heure j'avais un peu froid. Ça va pas trop bien ensemble, mais je vais vous montrer quand même. C'est le gilet, comment il s'appelle? Le rose cardigan d'Andrea Mori. Tout à l'heure j'avais un peu froid donc j'avais mis, mais c'est vrai qu'avec le volant c'est pas heureux finalement. Mais comme je suis à la maison là, c'est pas trop grave. Hop, voilà. Et c'est un gilet que je porte pas trop en extérieur. Ou alors, il faut que je porte que ça et pas un manteau parce que comme il y a des manches chauve-souris, c'est assez difficile de mettre enfin, les manches d'un manteau par au-dessus. Vous voyez, ça se met mal après. Mais sinon, il est super beau. C'était un kit de la bien-aimée que j'avais acheté à la sortie du patron. Et donc elle faisait deux kits, je crois. Celui-ci qui est le même coloris que Andrea Mori, c'était le rose damasque. Mais c'était tout un fade en fait, hein, parce que le rose damasque, je crois que c'est un coloris dans ceux-là. Et puis elle avait fait un fade. Et puis il y en avait un autre plutôt gris.
Mais moi, je suis plutôt contente d'Hélène de la Bien-Aimée. C'est vrai que j'entends dans plusieurs épisodes, enfin dans plusieurs podcasts que les gens sont pas contents de la douceur et tout. Mais moi, en tout cas, cette qualité de laine-là, je crois que ça doit être sa base avec du nylon, ou 100% mérino, je sais plus. Et j'ai plus les étiquettes. Mais moi, franchement, je suis super contente de la qualité de la laine et tout. Alors, c'est vrai qu'elle coûte cher, hein, la bien-aimée. C'est une laine très très onéreuse et ben, des fois, on comprend pas trop pourquoi il y a des laines plus chères que d'autres. Mais bon, j'avais tellement craqué sur la version d'Andrea Mori que bah, je voulais exactement le même. Donc, pareil, je vais essayer de me lever pour vous montrer en bas parce qu'il y a des côtes qui sont enfin, jolies. Et derrière, je vais vous montrer, il y a une couture. En fait, c'est un tricot qui est tricoté à plat, mais d'ici jusque là. Et après, on doit relier de part et d'autre. Et derrière, il y a les deux pointes derrière qui doivent être reliées au milieu par. Ça doit être un rabat à trois aiguilles, je pense. Donc ça fait joli, moi j'aime bien. Il y a une ligne comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je me lève et je me tourne et je vous montre. Voilà, donc je sais absolument pas ce que vous avez vu encore une fois, mais bon, j'espère que vous avez vu quelque chose. Mais en tout cas, ouais, c'est un tricot que j'avais beaucoup aimé faire, qui était assez fastidieux. Je crois que c'est le tricot le plus, enfin comment dire, pas le plus dur, parce qu'en soi, il n'y a rien qui est dur, mais ça a été très long à tricoter parce que c'est tricoté par cadran. Puis j'avais eu un problème d'échantillon. Oh, je vais pas réussir à le remettre, je vais le mettre hop, sur la table. Mais j'avais eu un problème d'échantillon, du coup j'avais dû tout défaire, refaire, enfin voilà. Mais je suis super contente de l'avoir tricoté et j'essaie de le ressortir davantage parce que c'est vraiment une pièce super jolie. Voilà pour ce que je porte, même si maintenant je porte plus mon gilet, mais tout à l'heure je le portais. Donc on va passer tout de suite à la partie tricot. Et j'ai un objet terminé à vous montrer que vous connaissez pas du tout parce que bah là ça fait, je crois que ça doit être le troisième épisode de podcast où je ressors des trucs perdus au fin fond de mon bac à tricot d'Ancourt que j'ai abandonné. Et donc il y avait le pull en jacquard que je vous avais montré la fois dernière, euh, pour lequel je me suis pas encore penchée, enfin sur lequel je me suis pas encore penchée pour raccourcir les manches parce que ça me fait tellement peur. Et là, en fait, on part en vacances la semaine prochaine et j'ai plein de projets, plein d'envies pour les vacances, sauf que c'est dans une semaine et demie qu'on part, donc du coup, il y a plein de voilà, j'ai la tête comme ça, donc je me dis le jacquard, je le ferai, enfin le pull en jacquard, je le reprendrai à tête reposée cet été. Et puis, qu'est-ce que je vous avais montré d'autre? Oui, il y avait aussi le pull de Marie-Christine Lévesque, là, comment il s'appelle? Le Poinsettia. Pareil, je ne l'ai pas encore repris, mais ça, la même chose en fait. Je vais le reprendre après les vacances quand on sera revenu. Voilà, et donc, par contre, il y avait un projet que j'avais vraiment envie de finir et qui traînait depuis décembre 2022. Il s'agit comment il s'appelle ce truc-là? C'est le camisole numéro 4 de My Favorite Thing Knitwear. Tadam! Alors, ça rend rien du tout, hein, parce que pas porté, c'est vraiment pas joli. Voilà. De toute manière, je vous mettrai des vidéos où je le porte maintenant. Parce qu'en fait, hier, pour tout vous dire, j'avais déjà filmé cette vidéo hier, mais ça n'allait pas du tout, c'était très très chaotique, enfin bref, et donc je le portais hier, et c'était hyper compliqué de vous expliquer un tricot quand il est sur moi, parce que je sais plus comment j'ai fait le dos et machin truc, donc je me suis dit que j'allais filmer simplement quand je le porte, enfin mon copain me filme, je vous incruste et puis moi comme ça je peux vous détailler le tricot comme ça c'est plus simple. Enfin bref, détails techniques. Donc ce projet là je l'ai tricoté dans la pure silk de Knitting for Olive. J'ai pas l'étiquette, je l'ai perdue parce que ça du coup bah non, j'allais dire que c'était avant le déménagement mais non.
Non, simplement je retrouve pas l'étiquette et j'ai pas encore mesuré, enfin j'ai pas encore pesé le projet, mais en tout cas j'ai utilisé une pelote entière plus le début d'une deuxième pelote. Et enfin vous voyez, il est assez court parce que moi encore une fois je suis taille minimoise, hein, donc, donc du coup je fais tout hyper court. Et hop, pardon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est un projet qui se tricote du haut vers le bas. Donc, on peut très facilement adapter la longueur du corps comme on veut. Donc, moi, j'ai un débardeur que j'aime vraiment bien, que j'avais acheté il y a super longtemps, je ne sais plus où, dans une boutique de prêt-à-porter de la fast fashion, là. Mais j'aime vraiment bien comment il taille, etc. Donc, j'ai simplement repris la longueur de ce top et et j'ai transposé là sur ce débardeur et franchement ça va nickel. Voilà, donc oui, au niveau de la construction, donc comme je vous dis, on commence du haut vers le bas. Donc en fait, on commence par monter quelques mailles là en haut, celle-ci. On fait un montage provisoire au crochet. On tricote un premier triangle. Vous voyez, donc c'est assez simple, hein. Au niveau du point, c'est des mailles envers, des mailles endroits. Donc si vous n'aimez pas, par exemple, faire des côtes, bah, clairement, je pense que ça va être un projet peut-être un peu fastidieux pour vous. Mais moi, j'aime bien ça. Franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Vous voyez, les rangs envers, les mailles endroit envers, bah, ça me dérange pas trop. Donc voilà, donc moi j'avais vraiment bien aimé le tricoter. Parce que je vais vous expliquer où est-ce que j'étais arrivée en décembre 2022, hein. Enfin bref, et donc on met en attente une fois qu'on a tricoté le premier triangle. On fait la même chose de l'autre côté, montage provisoire, on tricote le deuxième triangle. On met deux côtés, je pense, ou on les relie, je sais plus. Ou peut-être on les relie puis on met de côté. Et puis derrière, vous voyez, il y a des petits triangles. Donc c'est exactement la même construction mais en miniature finalement. Donc montage provisoire au crochet, des petits triangles, là, un deuxième, puis on relie et ensuite on relie tout et là c'est en rond. Voilà. Et moi je trouve ça vraiment pas mal comme construction parce qu'en fait généralement les débardeurs, enfin moi ceux que j'ai en favori sur Ravelry, le plus souvent c'est des débardeurs qui se tricotent du bas vers le haut. Et donc pour adapter la longueur, enfin oui, la taille finalement, la longueur de corps, bah, c'est pas évident en fait, hein. Alors que là, vous faites ce que vous voulez, donc je voulais vraiment commencer par un débardeur comme ça. Et donc après, on fait enfin c'est le même point jusqu'à la fin. Et puis à la fin, moi j'ai fait un rabat à l'aiguille et je trouve que c'est plutôt joli. Alors comment j'ai fait? Parce que du coup, en fait, en décembre 2022, j'avais tout tricoté le corps et j'avais fait un I-cord. Donc clairement, là, il me restait juste à relier l'i-cord derrière et puis à faire le deuxième. Donc autant vous dire rien du tout. Donc ce que j'ai fait, je pense que j'ai dû twister les mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me souviens même pas comment j'ai fait mon rabat. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ou alors j'ai dû faire un rang de préparation. Je sais plus. Voilà, ça c'est n'importe quoi, hein. Quand on tricote pas tout le projet d'un coup, bah, du coup, on sait plus ce qu'on a fait. Je pense que j'ai dû faire au dernier rang, avant de faire le rabat, j'ai dû mettre les mailles de sorte à ce que ça fasse une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc, vous savez, en fait, vous devez, vous tricotez pas, mais vous replacez vos mailles sur vos aiguilles de la sorte, et après, on peut faire le rabat à l'italienne. Je pense que c'est ça ce que j'ai fait. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire les I-cornes. Donc, pour faire l'i-cord, on reprend les mailles devant. Voilà, donc on reprend les mailles qu'on a laissées en attente devant. On fait l'i-corne et puis après, on fait un grafting pour relier derrière. Et alors moi, le l'i-cord était vraiment beaucoup trop long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille préconisée. J'ai pris une pince à couture, vous savez pas les aiguilles, mais vraiment les pinces. Euh, je l'ai attaché au dos. Et puis j'ai enfilé le débardeur pour voir où est-ce que ça tombait. Et en fait, c'était beaucoup trop. Enfin, le débardeur tombait jusqu'en bas. Enfin, vous voyez tout mon soutif, quoi, ça n'allait pas. Donc j'ai enlevé 10 centimètres. Au final, je fais que 26 centimètres de bretelles au lieu de 30 et quelques. Non, peut-être pas 10 centimètres. Mais en tout cas, j'ai enlevé beaucoup. Et puis, j'ai fait la même chose, j'ai épinglé.
En fait, ce que j'ai fait, quand j'avais mon iCord qui était trop long, j'ai épinglé là en haut comme ça l'excédent. Donc j'avais genre ça d'excédent. J'ai épinglé et puis j'ai mesuré ce que j'avais en trop et je l'ai enlevé de l'autre côté. Et après, j'ai de nouveau épinglé pour vérifier. Et là, ça tombait bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la corde comme enfin, la longueur que je voulais et j'ai fait la même longueur de l'autre côté. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment un top qui est super pour ça, c'est qu'on peut l'adapter dans tous les sens. Enfin, c'est trop génial. Et puis, la pure silk de Knitting for Olive, elle est super agréable à tricoter. Enfin, de mémoire, c'est pas du tout comme le lin, par exemple, qui est un peu rêche. Là, on a quand même une fluidité, une douceur hyper agréable. La seule chose que je reproche, c'est que du coup, enfin, ça a tendance à se déformer quand même pas mal. Et moi, au niveau de l'échantillon, enfin, j'avais vraiment des difficultés à rentrer bien dans l'échantillon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû descendre de taille d'aiguille, je pense. Parce que là, j'ai entouré la taille d'aiguille, donc ça veut dire que ça doit être pas pareil que dans le patron. Donc, j'ai descendu en 3 millimètres. Et puis, j'ai descendu aussi d'une taille, parce que même en 3 millimètres, je pense que j'étais pas du tout dans les clous. Donc, j'ai descendu d'une taille de- pas d'une taille, quoi. Et pour autant, j'ai toujours de l'aisance, alors que normalement, parce qu'à l'époque, j'étais plus fine que ça, je faisais 82 centimètres de tour de poitrine. Là, je devais avoir 81 centimètres de tour de poitrine avec l'échantillon, etc. Et en fait, maintenant, je fais 87 centimètres de tour de poitrine et j'ai encore de l'aisance. Donc, si vous le faites, en tout cas, si vous le faites avec ce fil, je pense que il faut vraiment faire attention à son échantillon parce que vous risquez d'avoir un débardeur qui soit trop large. Et si vous aimez bien les débardeurs bien serrés, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien ça. Moi, c'est vrai que c'est moins mon truc. Comme je suis en une forme en A, j'aime bien apporter un peu de volume en haut de mon corps et en bas avoir quelque chose de serré au niveau des hanches et puis avoir quelque chose qui va droit, quoi. Du coup, moi, j'évite de porter des débardeurs trop serrés. Enfin, voilà. Et donc, bah, faites attention. Mais en tout cas, c'est vraiment un tricot rapide normalement. Ça met pas normalement 1 an et demi à faire hein, parce que là, clairement, quand je l'ai repris, j'ai mis une demi-heure à le finir, quoi. Enfin, n'importe quoi. Et puis, super agréable. Donc, moi, je vous le recommande. Et j'aurais bien envie de le faire enfin, l'allonger pour faire une robe parce que ce week-end, on a fait les boutiques pour acheter des trucs basiques. Et on est passé dans Primark et là j'ai vu une robe en tricot avec, vous savez, la dentelle un peu style Cosmic Girl, vous voyez, avec ça fait un peu des vagues. Et j'ai trouvé tellement belle la robe et clairement, moi, les, comment, les vêtements de fast fashion, j'en achète pas ou très peu. Ou alors c'est vraiment des t-shirts basiques en jersey, vous voyez. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé à Primark. J'achète que ça, sinon je fais tout. Enfin, maintenant que je fais de la couture et du tricot, enfin, je vois plus l'intérêt d'acheter des vêtements dans le commerce. Mais ce qui est bien, c'est que des fois, quand on va dans les magasins, bah, du coup, je regarde un peu ce qu'il y a et je me dis, ah, mais ça, j'aimerais trop le faire. Et donc, j'ai passé une soirée entière sur Ravelry pour essayer de trouver une robe en tricot qui soit jolie, enfin, qui me correspond dans le style, et j'ai pas trouvé. Et je me dis que ce petit top là, comme il est tricoté du haut vers le bas, bah, je pourrais vraiment bien l'adapter pour faire une robe. Et d'autant plus que j'ai essayé de passer mes hanches là-dedans, enfin en gros de passer le débardeur par le bas parce que clairement c'est le facteur limitant de... enfin bref, c'est vraiment mes hanches qui ont du mal à passer à chaque fois. Et ben là, je passe bien mes hanches dedans. Donc bah, pourquoi pas faire exactement le même patron avec le même fil, peut-être pas la même couleur du coup, mais le faire en robe. Voilà, j'aimerais bien. Donc peut-être cet été, je verrai.
si j'ai le temps, parce que j'ai 1 milliard de projets dans ma tête là qui, qui pop, donc on verra. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je trouve qu'il tombe super bien parce que bah, pour le coup, moi, avec ce débardeur, je suis un peu obligée de mettre un soutien-gorge parce que il est assez. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais c'est assez transparent. Voilà, donc on peut voir à travers. Donc je suis obligée de mettre un soutien-gorge et en fait, les I-cords et puis les triangles tombent vraiment bien au niveau du soutien-gorge. Ça fait pas bizarre. Vous voyez, donc voilà, je suis plutôt contente. Et si vous voulez vous tricoter un débardeur, bah, clairement, c'est un projet que je vous recommande. Voilà, donc c'est le seul projet terminé que j'ai à vous montrer. Mais je suis contente de ressortir mes projets là qui étaient perdus au fin fond de mon bac à tricot dans le cours abandonné. J'en ai ressorti un autre que j'ai commencé en 2018. Mais je crois que j'ai pas suffisamment de fil. Donc je vais voir. Je vous montrerai une prochaine fois. Là, j'ai déjà plein de trucs à vous montrer. Donc voilà, c'est pas grave si je vous le montre pas là. Voilà, voilà. Donc on va passer aux encours. Alors au niveau des encours, il y en a deux. Je pense que je vais devenir, comment on appelle ça? Pas multi-encours avec plein d'encours, mais bi-encours, vous voyez. Parce qu'en fait, je tricote donc le gilet camé dont je vous avais parlé et un autre projet, mais qui me fait mal aux mains. Et moi, ce que j'avais vu, c'est que alterner les projets, alterner la taille d'aiguille, des fils différents, des motifs différents, c'est plutôt pas mal pour les mains parce que ça leur permet de se reposer d'un projet à l'autre. Enfin, vous voyez, comme vous ne faites pas les mêmes mouvements, bah, ça leur permet de ne pas se crisper trop sur un projet. Donc, ma foi, eh bien, je deviens multi en cours, n'est-ce pas? Enfin bref, donc j'ai commencé le 1er mai le gilet camé d'Atelier Mini en cale qu'on fait sur Instagram avec plein de tricopines. Enfin, c'est super sympa, vraiment. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui animent des podcasts et je voulais vous en parler. Il y a Adèle d'ailleurs que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout. Elle anime un podcast super. Elle fait de la couture et du tricot, pardon. Donc c'est Au fil d'Adèle. Elle coud super bien. Enfin, vraiment, l'un de ses derniers épisodes, elle avait montré une tenue avec du violet et du vert. Enfin, c'était splendide. Donc, si vous aimez bien la couture, foncez la voir. Et si vous aimez bien le tricot aussi, elle fait des choses magnifiques. Alors, il y a Lauriane du boudoir de Lauriane, mais je ne sais pas si elle a commencé. Elle nous l'a pas dit. Donc, on va voir, Lauriane, dans ton prochain épisode de podcast, ce qu'il en est. Ah mince, j'ai noté le nom Instagram et j'ai pas le nom YouTube. C'est Bella. Alors, c'est, je crois, les pérégrinations. Je sais jamais où sont les R dans ce mot-là. Les pérégrinations créatives. Pareil, elle fait un podcast super avec. Alors là, c'est plein de loisirs créatifs. Il y a des aquarelles, du tricot. Je crois qu'elle fait du crochet aussi. Enfin bref, elle est touche à tout. Donc c'est super agréable de voir d'autres loisirs créatifs mis à l'honneur. Moi, clairement, je fais du tricot, de la couture. Je me suis essayée à d'autres loisirs créatifs, mais je n'ai pas envie de me mettre dans d'autres bourbiers, vous voyez. Parce que je crois que c'est Inès Green d'ailleurs qui fait aussi, enfin Frédéric de Inès Green qui fait partie aussi du CAL, qui disait quand elle est allée sur le podcast de Mélanie des Aiguilles Aventurières, elle disait un truc par rapport aux passions. Oui, son mari disait, mais en fait, toi, ta passion, c'est d'avoir des passions ou quelque chose comme ça. Bah, moi, c'est pareil, en fait. Moi, je suis passionnée d'avoir des passions. Donc, maintenant, je me limite au tricot et à la couture parce que je sais très bien que si j'essaye d'autres trucs, eh ben, je pourrais kiffer, quoi. Donc, bah, par exemple, il y a Corinne qui nous présentait des manchettes faites en perles. Et typiquement, moi, c'est le genre de truc que je pourrais vraiment bien aimer. Mais je me dis que rajouter un autre loisir, je pourrais pas, quoi. J'ai pas assez de temps dans ma vie pour tout faire, donc bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Alors, il y a d'autres filles. Oui, il y a Miglis Tricote aussi qui fait un podcast.
super sympa. Et puis, il y a Martine Lassouli, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder ton podcast. C'est vrai que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'offres possibles sur YouTube en termes de podcasts créatifs que bah, j'ai pas le temps de regarder tout le monde et je m'en excuse parce que des fois, c'est vraiment, mais vraiment par manque de temps parce qu'il y a des filles que j'aurais voulu, enfin des filles ou des mecs hein, d'ailleurs, que j'aurais voulu visionner, mais ben ouais, non, on n'a que 24 heures dans une journée, donc bon, bref. Mais en tout cas, je l'ai noté, donc je viendrai te voir. Et puis, ben, il y a d'autres filles que vous connaissez, hein. Donc il y a Frédéric de Inès Green, la teinturière d'Inès Green. Et je me demande si c'est pas Miglis Tricotte, non, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais qui fait justement ce gilet dans son coloris Tipsy Love. Et alors, son coloris Tipsy Love, mais j'ai craqué dessus, mais c'est juste que là, bah, j'ai plus de budget quoi. Sinon, j'aurais déjà craqué pour ce coloris-là. Et puis, il y a aussi Justine d'une tasse de fil et d'aiguille à qui je fais plein de bisous. Voilà, voilà, donc c'est vraiment, enfin, c'est trop génial de le faire en cale parce que, en fait, moi, je me rendais pas compte que c'était, enfin, qu'il y avait autant de singularité dans la construction. Et du coup, de le faire ensemble, bah, ça permet d'être, de se, comment dire, d'être, ah, j'ai perdu le mot, mais en gros, de se dire, ah, ok, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, ça va. Donc, je vais vous montrer parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de ce projet-là. C'est du coup le gilet camé. Ah oui, et puis hier, attendez, je vais peut-être. J'arrive, je cherchais des bloqueurs de mailles parce que là, je sens la catastrophe arriver. Hop, voilà, tac. Voilà. Alors, donc le gilet camé, le voici. J'ai vraiment bien avancé. Vous voyez? Hop. Donc j'ai fait le corps, les manches et il me reste une deuxième manche. Et en fait, au niveau de la construction, c'est vrai que c'est la première fois que je tricote, enfin que je tricotais cette construction. Attendez, je bois un coup parce que là je commence à dessécher. Mm. Ouais, non, on va revenir d'abord aux laines. Donc comme ça c'est fait. Donc je la tricote dans la Knitting for Olive. Soft Silk Mohair, le coloris Flamingo. Voilà. Et donc, enfin, ouais, au niveau du mohair, moi, c'est vraiment un mohair que j'aime bien. Il pourrait gratouiller des gens, parce que je sais que moi, ma belle-mère, elle le supporte pas totalement, quoi. Donc, même moi, c'est vrai que pourtant, je suis assez sensible au niveau du mohair, mais celui-ci, je le supporte plutôt bien. Donc, par exemple, j'avais tricoté. Ah non, j'ai pas. Est-ce que j'ai tricoté quelque chose que je mets à même la peau? Je me souviens plus. Si, je pense que j'ai dû faire le Irati de Atelier Mini. Et celui-ci, je le mets pas forcément avec des manches longues. Et au niveau des manches, franchement, ça me gratte pas du tout. Mais voilà, j'émets des réserves quant aux personnes qui sont, enfin pour les personnes qui sont sensibles, c'est potentiellement un mohair qui peut gratter. Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup et je trouve qu'en termes de coloris, il y a tellement un choix de coloris qui est assez vaste. Et c'est vrai que j'ai tendance. Enfin, avant, j'avais vraiment tendance à revenir tout le temps sur les mêmes. Enfin, chez les mêmes teinturiers ou chez les mêmes laines industrielles. Quand j'ai trouvé une laine qui me convenait en termes de qualité et en termes de coloris, bah, je retourne vraiment souvent acheter les mêmes laines. Et la Knitting for Olive, ça doit être je sais pas, au moins la cinquième fois le mohair que je le tricote. Au moins, parce qu'il y avait le blanc, il y avait un autre rose, il y avait celui-ci, j'ai un gilet tout en mohair marron. Ah non, c'est peut-être que la quatrième. Bon bref, vous voyez quand même, je l'ai tricoté pas mal de fois et moi j'en suis vraiment contente. Et donc c'est un projet qui se tricote en double mohair. Vous voyez, on tient le fil en double. Et alors, contrairement au mohair simple, le double mohair, moi j'aime vraiment bien le tricoter. Je trouve que comme il y a deux fils qui sont pris l'un avec l'autre, et ben les petits fils qui entourent le brin de soie ne gênent pas au tricot.
En fait, ils s'entortillent l'un avec l'autre et de ce fait, quand on tricote, ça accroche pas comme ça pourrait accrocher avec un seul fil de mohair. Donc si jamais vous n'aimez pas tricoter le mohair en simple, le mohair en double, donc doublé avec un autre fil de mohair ou de fingering, c'est pas du tout la même sensation. Vraiment, moi je trouve que c'est hyper agréable. Voilà, voilà, pour le fil. Et alors pour la construction, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. En fait, on commence par le dos, on monte tous les mailles du dos. On tricote, il y a des rangs raccourcis pour creuser, enfin bref, voilà, il y a des rangs raccourcis. Vous tricotez je vais vous dire des chiffres au pif, hein, c'est juste pour vous donner une idée, mais vous tricotez environ 5 cm. Ensuite, vous mettez en attente. Puis vous reprenez le devant droit, vous tricotez pareil avec des rangs raccourcis, la même chose 5 cm, vous mettez en attente. Vous reprenez les mailles au niveau de... En fait, vous reprenez les mailles au niveau de votre montage du dos, hein. Vous tricotez avec des rangs raccourcis 5 cm. Et une fois que vous êtes arrivé là, c'est là que la construction diffère. Et en fait, on est sur des manches qui sont... c'est pas des manches montées, mais c'est des fausses manches montées. Parce qu'en fait, une fois que vous avez tricoté 5 cm au niveau de votre devant droit, vous tricotez, enfin vous avez fini, vous tricotez un rang, et puis là, vous allez relever les mailles tout le long de votre bordure, là, du devant droit, puis de votre dos droit. Tac. Vous arrivez du coup aux 5 cm que vous avez tricoté de votre dos, vous tricotez tout votre dos. Ensuite, quand vous arrivez de l'autre côté à gauche, vous relevez les mailles. Hop, vous relevez les mailles. Alors, là, c'est pas évident à vous montrer, hein, je suis pas très bien latéralisée. Donc, vous relevez les mailles tout le long de votre dos gauche, puis de votre devant gauche, et vous rattrapez votre devant gauche. Donc, en fait, enfin, au lieu de laisser un trou pour passer, les bras, là, vous allez relever les mailles et de ce fait, toute la manche, là, le début de manche, va être tricoté de manière simultanée avec le corps en parallèle. Alors que quand vous faites des vraies manches montées, pour le coup, vous tricotez tout ça, tac, à part, et puis après, vous relevez toutes les mailles tout autour de l'entournure, je crois que ça s'appelle, de l'emmanchure, ah, je sais plus. Moi, les terminologies, c'est compliqué. Enfin, voilà, vous relevez les mailles là tout le long, tac, tac, tac. Et puis, ensuite, vous devez tricoter en aller-retour, comme ça, tac, pour faire des manches montées. Voilà, c'est comme ça, normalement, qu'on fait des manches montées. Mais là, ce sont des fausses manches montées et c'est beaucoup plus simple parce que du coup, en fait, vous n'avez pas à faire ces allers-retours, enfin, relever les mailles, faire ces allers-retours pour la manche. Donc, vous avez fait tout ça pendant que vous faites votre corps. Et une fois que vous êtes arrivé à un nombre de centimètres, et puis on fait enfin vous voyez, c'est pas tout droit, il y a des augmentations là jusqu'aux aisselles. Du coup, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous séparez les manches du corps. Donc il y a, je sais pas, il y a une dizaine de mailles, un truc dans le genre. Il n'y a pas grand chose en bas. Et puis là, vous tricotez en aller-retour tout le long. Et là, il y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Jusqu'en bas. Et puis en bas, ce sont des côtes 1-1. Voilà. Donc vraiment une construction que je n'avais jamais faite. Ça doit sûrement déjà exister dans d'autres patrons, mais moi, clairement, c'est pas du tout quelque chose que j'avais déjà rencontré. Et alors au niveau de la dentelle, c'est une dentelle qui est hyper simple à faire et qui se retient hyper bien. Clairement, si vous n'avez jamais fait de dentelle, mais que vous avez déjà fait des gilets, vous pouvez faire ce gilet sans souci. C'est juste des jetés et des fois des mailles ensemble. Ah non, on voit mieux comme ça. Et franchement, elle est trop belle. Là, c'est pas bloqué encore et elle est déjà super jolie. Enfin, elle fait un effet de dingue alors que c'est super simple. Enfin, moi, je suis épatée, quoi. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est une dentelle qui se fait sur 4 rangs. Vous avez un rang de dentelle, 3 rangs où vous faites du jersey, puis le quatrième rang, enfin
Attendez, c'est pas clair. Premier rang, vous faites vos jetés, vos machins. Vous avez 3 rangs en jersey et vous recommencez comme ça. Donc, vous voyez, c'est tous les 4 rangs que vous faites la dentelle. Donc, c'est franchement pas compliqué. Le seul truc qui est des fois pas évident quand on fait des gilets, c'est qu'il faut penser à faire les boutonnières. Et alors, ça m'a fait rire parce que dans le groupe du CAL, en fait, on a un groupe sur Instagram. Il y a une fille qui a envoyé un message en disant je vous envoie juste un message pour vous rappeler qu'il faut faire les boutonnières. Et alors, bah, merci beaucoup parce que moi, j'allais oublier en plus et j'ai vu son message. Je fais ah oui, c'est vrai, je vais mesurer et puis je vais voir si je dois faire ma boutonnière. Et en fait, ça devait être le rang suivant, donc parfait. Parce qu'en fait, elle vous explique comment faire toute la construction et elle vous dit en même temps, tous les 5-6 cm, je sais plus, faites la boutonnière. Et là, elle vous explique comment faire la boutonnière. C'est pas du tout difficile à faire, c'est juste qu'il faut y penser. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits marqueurs. Bah là, le marqueur, hop, c'est là où j'ai du coup fait mon jeté. En fait, il s'agit juste de faire un jeté et 2 mailles ensemble. Et vous avez votre petit trou pour passer votre bouton. Et du coup, sur le même rang, quand je faisais la boutonnière, elle se fait en début de rang. Donc quand ou en fin de rang, je ne sais plus. Donc quand j'arrive de l'autre côté, soit en début, soit en fin de rang, sur le même rang, je mets un petit anneau marqueur sur une maille. Voilà, pour indiquer l'emplacement, le futur emplacement du bouton. Et donc j'ai fait ça tout partout. Voilà. Donc une fois que j'ai fini le corps, ah oui, au niveau du corps, bah, du bas du corps, c'est côte 1-1, rabat à l'italienne. Moi, à chaque fois, franchement, moi, je me pose plus la question du rabat. Dès que je peux, je fais un rabat à l'italienne. C'est devenu une seconde nature, le rabat à l'italienne. Enfin, vraiment, au début, c'est vrai que c'est fastidieux. Il y a une fille qui disait dans le groupe, ah, mais ça prend des plombs à faire le rabat à l'italienne. Oui, ça prend des plombs, mais clairement, ça en vaut la chandelle. Au niveau de l'élasticité, au niveau du fini, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Voilà, et puis moi, une fois que je finis le corps, je fais souvent l'encolure. Que ce soit pour un gilet ou pour un pull, je fais toujours l'encolure en premier avant de faire les manches. Parce que, enfin, je sais plus si c'est Marie-Christine Lévesque, enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui disait qu'il valait mieux faire l'encolure avant parce que ça a tendance à remonter un peu le tricot. Et si vous faites votre manche avant que vous avez la longueur que vous voulez et qu'ensuite vous faites l'encolure, ça peut du coup remonter un peu les manches. Alors, c'est une problématique à laquelle j'ai pas été confrontée, sincèrement, mais j'ai pris l'habitude, je sais plus depuis quand, de faire ça et je vous avoue que moi, ben pareil, c'est devenu instinctif en fait. Je le fais comme ça et puis voilà quoi. Mais en plus, vraiment, ça a pris genre 1 heure à faire l'encolure. Enfin, c'était pas très long quoi. Donc voilà. Et le seul truc un peu, enfin que j'ai un peu galéré sur l'encolure, c'est qu'elle vous dit un nombre de mailles à relever. Donc elle vous dit par exemple, je sais pas moi, il y a 120 mailles à relever. Pour les deux devants, donc devant droit et devant gauche, il faut respecter un ratio. Donc pour une maille que vous avez pardon, c'est quoi? C'est pour 3 mailles sur votre gilet, vous relevez 2 mailles. Donc c'est un ratio 2 pour 3. Et par contre, pour le dos, c'est un ratio 1-1. Pour chaque maille du dos, vous relevez une maille. Et alors, si je faisais ça, alors certes, c'était joli, mais je n'avais pas du tout le nombre de mailles qu'elle disait. Enfin, genre, par exemple, les 120 mailles qu'elle disait, moi j'en avais 110. Donc je me dis, ah bah, ça va pas, donc je vais essayer, j'ai défait mon rang, j'ai essayé de faire ce qu'elle disait et je trouvais que ça n'allait pas du tout, c'était pas du tout le ratio qu'elle indiquait en fait au final. Donc j'ai préféré suivre le ratio plutôt que d'avoir exactement le nombre de mailles finales qu'elle préconisait. Et je trouve que franchement, bah, c'est plutôt joli. Enfin, ça gondole pas en fait. Vous voyez? Ça resserre mais sans gondoler. Donc ben, je me dis que c'est plutôt... donc ça va quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai fini ça, j'ai fait un rabat pareil à l'italienne. Il y a une boutonnière pareil, dans l'encolure qu'il faut faire. Hop.
Voilà, il y a une petite boutonnière. Alors on ne voit pas trop, mais il y en a une. Et à partir de là, j'ai fait ma première manche. Donc j'ai suivi comment on appelle ça? La longueur de manche préconisée, c'est 30 centimètres à partir de l'emmanchure. Donc 30 centimètres entre là et le début des côtes. Mais je trouve que c'est quand même c'est un peu court. Sincèrement, ouais, je suis pas certaine de garder cette longueur-là. Je vais vous l'essayer, je vais voir si j'arriverai à le passer. Bon, ça va pas être heureux parce que comme j'ai des poignets de manche assez épais, ça va peut-être pas rendre tout à fait ce que ça devrait rendre. Hop, ouais. Mais vous voyez, hop, alors attendez, ouais voilà. Là, il est quand même, la manche est quand même serrée et pourtant, enfin ouais, c'est à cause de mon poignet de manche. Je vais essayer de le sortir, ce truc. Hop, voilà. Donc en fait, si je mets bien la manche, vous voyez, hop, ça va pas du tout avec mon truc en dessous. Si je mets bien le poignet de manche, en fait, ça arrive vraiment juste avant mon poignet. Donc, je pense qu'elle est un peu trop courte. En plus, moi, j'aime bien les manches qui sont assez blousantes. Enfin, style la blouse Charles, par exemple, c'est hyper blousant. Pareil, le Whitmore, c'est assez blousant. Et là, je trouve que c'est un peu serré. Donc, je pense que je vais rallonger. Je vais quand même rallonger. Voilà, et je vais vous montrer le corps d'ailleurs. Je vais essayer de bien le mettre quand même. Hop là. Et alors j'ai fait la taille 2 pour justement avoir de l'aisance ici. Moi j'aime bien quand même être assez comment? Enfin, avoir assez d'aisance là, voilà. Mais quand même je trouve que ouais là en fait je pourrais remonter facile de 2-3 centimètres et enfin, c'est trop court quoi. Donc ouais, je pense que je vais la rallonger. Ce que je vais faire c'est que je vais tricoter la deuxième manche mais en rallongeant d'au moins 5 centimètres. Et puis je verrai ce qui va le mieux et je tricoterai la deuxième en conséquence. Voilà, voilà. Et alors pour les manches, je voulais juste vous montrer. Moi je tricote avec des 30 centimètres coudés. Alors là, j'ai juste relevé les mailles. En fait, elles étaient en attente sur des petits Scooby-Doo comme ça. Et donc ce que je fais quand c'est en attente, enfin pour les mettre en attente par exemple, je mets le Scooby-Doo, voilà, et je glisse les mailles dessus. Alors, comme c'est du mohair en double, c'est franchement pas évident de le mettre, de glisser les mailles, donc ça prend un temps infini. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pratique parce que moi, j'ai pas suffisamment de câbles pour mettre en attente. Enfin, vous savez, il y a des petits câbles, par exemple dans le kit Iaya ou le kit Xiaogu interchangeable, vous avez des tout petits câbles, donc ceux-là, on peut les utiliser pour pour mettre en attente les manches, enfin, les mailles du manche, des manches, pardon. Voilà, et donc juste pour vous dire que cette année, j'ai investi dans des Xiaogu 30 centimètres coudés pour tricoter les manches et clairement, ça change la vie. Enfin, moi avant, je tricotais en Magic Loop enfin, depuis mes débuts jusqu'à fin de l'année dernière. Je tricotais en Magic Loop. J'avais pas trop de... Enfin, le Magic Loop me dérangeait pas en termes de technique, mais en termes de rendu, moi, ça m'énervait parce que j'avais toujours une maille qui était lâche, souvent à cet endroit-là, à la jonction entre les deux. Enfin, quand vous faites du Magic Loop, vous devez diviser vos mailles en deux. Une partie des mailles sur votre première aiguille et la deuxième partie sur votre deuxième aiguille. Et en fait, à la séparation entre les deux parties, eh ben, il y a une maille, souvent c'est celle de la première maille de la deuxième aiguille, qui est beaucoup plus lâche. Ou la dernière de la première, enfin bref, il y en a une des deux qui est plus lâche. Et moi, ça m'énervait, c'était un rendu qui me plaisait pas. Alors je changeais toujours hein, mes mailles, la séparation de mes mailles tous les quelques rangs, je changeais les mailles que je mettais sur mes aiguilles. Mais enfin, on voyait quand même toujours des démarcations et surtout sur le mohair tricoté en double d'ailleurs. Donc j'ai investi dans des 30 centimètres coudés pour les tailles que je tricote le plus. Donc j'ai du 3,5,
J'ai dû, je sais plus, 3,25, 3,5, 3,75 et 4. Et franchement, je regrette pas du tout. C'est un bonheur maintenant de tricoter. Enfin, déjà avant, ça me dérangeait pas de tricoter les manches. Mais maintenant, limite, c'est un bonheur parce qu'en fait, c'est du jersey en rond. Enfin, voilà. Et puis, il y a même des fois, je pense que ça m'était arrivé sur mon Whitmore. Il y a une fois où en fait j'étais tellement à l'aise que j'ai tricoté plus qu'il n'en fallait. Ah non, c'était sur mon gilet rouge. Comment il s'appelle celui-là? Auguste, mon gilet Auguste de Colibri by Johanna. En fait, la deuxième manche, j'étais tellement à l'aise, et ben je suis partie, et en fait j'en ai fait 10 cm en trop, je crois. Donc j'avais dû enlever, bon, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment hyper agréable de tricoter avec ces aiguilles-là. Voilà, voilà, pour mon premier en cours, je pense que je vous ai tout dit. Oui, donc je pense que je l'aurai terminé au prochain épisode. J'aimerais bien le finir là cette semaine, si possible, parce que enfin, je vais vous en parler dans les projets à venir, mais j'ai des projets à venir assez sympas, donc faut que je finisse parce que autant 2 en cours, ça peut aller, autant au-delà de 3, enfin 3 déjà, ça commence à être beaucoup pour ma charge mentale, mais alors au-delà de 3, c'est pas possible. Donc, clairement, je pense que mon cerveau, il se met en erreur système et il ne gère plus du tout, quoi. Voilà, donc il faut que je finisse ça, c'est juste une manche à finir, donc voilà, voilà. Donc premier en cours, deuxième en cours, vous le connaissez pas du tout. Attendez, j'arrive, je vais juste prendre mon chargeur. Je reviens, j'arrive. Bon, me revoici pour vous parler de mon deuxième en cours. Donc, il s'agit du Maybe Lily Tank de Massimi. Je vous mettrai une photo là, juste là. Donc, pour vous raconter en fait l'histoire de cet en cours, donc Massimi l'a posté sur Instagram et je l'ai reposté en story en disant oh, mais il est magnifique ce patron. Et il y a Angélique, je crois, de la chaîne Mademoiselle Angélique Knit, qui m'a envoyé un message en disant ah oui, il est trop beau, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Alors je lui ai dit oui, mais il faut que je regarde, je crois que j'ai pas du tout de fil adéquat dans mon stash. Je vais quand même regarder parce que ça me dérangerait de racheter du fil, enfin bref. Donc j'ai essayé de faire des échantillons avec des fils que j'avais en stock, mais c'est de la... C'était quoi? C'était un fil... Ah, c'était la baby alpaga, je pense. Enfin bref. Et en fait, doublé, c'était très épais. Donc je me suis dit, en baby alpaga épais pour l'été, mauvaise idée, je vais avoir trop chaud. Donc ben, j'ai commandé du fil. Donc j'ai commandé le fil recommandé. Et Angélique, je crois que, enfin, j'espère que tu t'appelles Angélique parce que sinon je t'ai rebaptisée. Pareil, je crois que c'est le jour de la sortie, le jour même, elle a commandé direct. Donc c'est la Quattro de chez Lang, pardon. Donc c'est leur coton mercerisé, donc 100% coton. Et moi je le tricote dans le coloris écru. Donc c'est le coloris 16. Et franchement c'est un coton qui est plutôt agréable, hein. Franchement, enfin moi j'aime bien tricoter le coton, donc voilà, moi j'ai commandé sur le site des ciseaux magiques et c'était pendant la période de tous les ponts, enfin vous voyez, du mois de mai. Et pour autant je les ai reçus, enfin j'ai reçu les pelotes hyper rapidement, plus emballées dans une boîte, enfin bref, enfin, vraiment c'était super bien envoyé, bien emballé. Et j'ai directement fait, quand je l'ai reçu, l'échantillon. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre l'échantillon dans le bon sens. Donc j'ai fait mes jetés en bas, mais comme il y a des jetés dans le motif, c'est pas évident. Voilà, donc voilà mon échantillon. Et alors là, vous pouvez bien le voir. Mais là, on est sur une bande de jersey, pardon, et vous voyez qu'il y a un rang sur deux qui est plus lâche. Là, on voit bien, il y a des bosses qui se créent. Et alors ça, c'est dû à ma tension en point envers qui est beaucoup plus lâche que... Enfin, mes mailles envers sont plus lâches que mes mailles endroit. Donc ce que j'ai fait pour la moitié de mon échantillon, j'ai pris la même taille d'aiguille pour les mailles endroit et pour les mailles envers. Et pour l'échantillon du dessus, là, le demi au-dessus, j'ai pris un quart de taille d'aiguille en dessous pour l'envers parce qu'en fait, il est tricoté en 3,5. Ce projet est tricoté en 3,5 et moi j'ai des aiguilles Chiaogu et aussi Aya, mais je préfère les Chiaogu.
Et en fait le problème dans les Xiaogu c'est qu'on n'a pas les 3 millimètres. Ça c'est un truc, j'ai jamais compris pourquoi. Donc comme c'est tricoté en 3,5, je suis passée en 3,25 pour les mailles en vert. Et vous voyez qu'on voit beaucoup moins mes mailles en vert qui sont plus lâches qu'ici. Mais je pense que ce qui est optimal pour ma façon de tricoter, c'est de prendre vraiment 0,5 mm en dessous. Donc de prendre 3 mm pour les aiguilles, enfin pour les mailles en vert. Mais dans les Xiaogu, on n'a pas. Donc bah tant pis, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, on voit bien derrière aussi. Donc ça, c'est l'échantillon tricoté avec les mêmes tailles d'aiguilles en vert endroit. Et vous voyez que ça, en fait, ça fait par paquet de 2. Je sais pas si on voit bien. Non, alors attendez, est-ce que... je suis perdue. Mais oui, celle-là. Tout à l'heure, ça le faisait. Ah oui, bah voilà, quand je fais ça, ça se voit bien. Je vais essayer de vous le montrer, mais voilà, vous voyez, ça fait par paquet de 2 comment les rangs. Donc en fait, ça veut dire que un rang sur 2, il y a des mailles qui sont plus lâches, vous voyez. Et 2, enfin je sais pas si c'est bien visible, hein, sincèrement, des fois c'est pas très bien visible. Et sur cet endroit-là, ça fait pas par paquet de 2. Ouais, je sais pas si on voit bien avec ma caméra. Donc là c'est homogène et là ça l'est moins. Je crois qu'on voit rien, mais en vrai de vrai, quand on voit l'échantillon en vrai, on le voit. Moi je le vois bien. Donc ça m'énervait, donc j'ai pris 0,25 en dessous. Et donc j'ai commencé, alors je suis désolée, il y a plein d'anneaux marqueurs. Et puis en plus il y a une mouche, super. Il y a plein d'anneaux marqueurs, donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, mais voilà, j'ai à peine commencé. Et alors en fait on commence par le bas. Donc je sais plus si je vous ai dit tout à l'heure, mais oui, je vous ai dit que les débardeurs, généralement, moi, ceux que j'aimais bien, ils commençaient par le bas et on allait vers le haut. Et sincèrement, c'est une construction que moi, j'apprécie pas trop parce que j'ai toujours... il y a toujours un problème, en fait. À chaque fois que j'ai fait cette construction-là, j'avais toujours un problème au niveau de la longueur du corps ou les manches trop longues, enfin bref. Donc là, il n'y a pas de manches, donc à ce niveau-là, j'aurais pas de problème. Mais au niveau du corps, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser... Enfin, je vais voir avec mon autre top, celui que j'ai tricoté, puis j'en ai un autre, comme je vous ai dit, que j'avais acheté. Je vais me baser là-dessus, je vais voir si ça marche ou pas. Enfin, si ça match ou pas, pardon. Et alors, au niveau de la construction, on commence par faire un montage en I-corn. Voilà, moi, j'avais jamais fait ça. Oups, ouais, je disais, moi, j'avais jamais fait ça. Et alors en fait ce qu'on fait c'est qu'on monte les mailles, ça doit être, non c'est de l'autre côté mais c'est pareil. Donc on monte quelques mailles, genre 3-4 mailles. On fait des rangs de préparation et en fait à chaque rang on va venir monter des nouvelles mailles mais en I-corn. Et franchement moi j'avais jamais fait ça et c'est super bien expliqué par ma Simi. Donc on a les explications écrites dans son patron mais elle a aussi filmé une vidéo complète pour justement expliquer le début. Donc moi j'ai suivi à la lettre sa vidéo, mais j'ai dû recommencer plusieurs fois parce qu'en fait j'ai vraiment eu un problème au niveau de ma tension. Je sais pas si on va bien voir. Hop, là on verra bien, mais vous voyez là j'ai des mailles qui sont super lâches. En plus hier soir, enfin n'importe quoi, je pensais m'être totalement plantée, donc j'ai tout défait. Enfin, jusqu'à l'icorne, en fait, il me restait juste l'icorne. Et j'ai refait le motif et je me suis dit, bah non, en fait, je m'étais pas plantée. Donc j'ai refait la même chose, enfin, je suis arrivée au même point qu'hier. Enfin, bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mon premier rang là qui est hyper lâche. Donc ça, c'est les mailles qu'on monte pendant l'icorne. Et j'avais beau tirer mon fil, machin truc, enfin faire des trucs et des machins, j'arrivais pas à avoir une tension qui était bien. Donc ce que je vais faire, et j'ai commencé à le faire, mais en fait comme j'ai tout défait, ben, on le voit plus très bien.
Mais j'avais envoyé une photo à Angélique en disant ah mais je crois que je vais reprendre, je vais tirer l'excédent de fil que j'ai sur chaque maille et je vais le redistribuer dans l'icord. J'avais commencé à faire ça, je vais essayer de vous montrer. Alors en fait ce que je fais c'est que je prends, normalement je prends une aiguille, mais là j'en ai pas et je pense que c'est au fond de ma pièce. Donc en fait je prends le fil qui est en excédent, voilà. Vous voyez, je tire le fil comme ça. Donc la maille qui est trop lâche devant, bah, elle se resserre. Et en fait, ce que je fais après, c'est que je redistribue le fil dans l'icord. Donc si vous voulez, je suis le chemin du fil dedans. Donc en fait, vous voyez, pas évident à vous montrer. Donc là, j'ai tiré... Non, vous voyez rien du tout. Bah, enfin bref, j'ai tiré la maille trop lâche et puis je redistribue mon fil tout le long de l'icord. Voilà. Donc j'avais commencé à faire ça et franchement ça fonctionne plutôt bien. J'avais envoyé une photo à Angélique en disant bah, je crois que je vais faire comme ça parce que franchement j'y arrive pas du tout. Hein. J'ai refait l'icord 3 fois et franchement j'arrive pas du tout. Ça n'allait pas. Enfin bref. Donc bah tant pis, je vais faire ça. Et c'est pas hyper long à faire. Alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce qu'il faut tirer pour chaque maille, mais en fait bah, ça fonctionne plutôt bien quand même. Hein. Voilà, voilà, donc ça, je vais essayer de bien l'avancer. Alors au pire, s'il n'est pas totalement terminé pour quand je pars, je vais l'emmener dans ma valise et je vais le finir en vacances. Y a pas, enfin, c'est pas trop grave parce que je voulais dans tous les cas, je vais emmener des tricots, donc s'il est sur la fin, ce serait vraiment pas mal, quoi. Voilà, pour pas être trop ambitieuse. Voilà, voilà, donc pour ça, ouais, on a fini pour les projets en cours. Je vais vous parler de projets à venir. Ouais, des projets à venir. Donc, alors, de nouveau sur Instagram, parce qu'il se passe plein de trucs sur Instagram. Enfin, vraiment, c'est trop génial les interactions qu'on peut avoir ensemble, soit ici, sous les commentaires, ou soit sur Instagram. Mais c'est vrai que sur Instagram, c'est plus facile parce que c'est instantané. Donc, enfin, en tout cas, plus instantané que sur YouTube. Et en fait j'ai commenté, oui, la photo de Sabrina Choupi qui montrait, alors je pense que c'est pas elle qui l'avait tricoté, un Fiberfest shawl totalement terminé. Ou non, non, elle en a monté un, elle en a un fini que quelqu'un lui a tricoté pour elle, enfin un truc comme ça, c'est pas trop grave. Et puis là, elle est en train de le tricoter. Et donc j'ai commenté en disant ah mais moi il me fait trop de l'œil ce Fiberfest shawl depuis que je l'ai vu chez L'Oréal, nos Demoiselles, chez qu'est-ce qu'il a fait, Mélanie des Aiguilles Aventurières et chez Karine, je crois, oui, la Miss Knitter. Enfin, leurs 3 versions, elles sont sublimes et à chaque fois j'étais là, oh, mais il faut que je me le tricote, il est vraiment trop beau ce châle. Donc j'ai commenté sa photo à Sabrina Choupi, je lui ai dit ah mais ouais, moi il me fait trop de l'œil. Donc voilà, c'est tout. Et puis elle m'envoie un message, elle me dit mais regarde dans ton Ravelry, je crois qu'il y a un petit lutin qui t'a fait une farce ou une surprise, enfin je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et je suis allée voir et en fait elle m'avait offert le patron du Fiberfest Show et là j'étais mais trop touchée parce que enfin moi je m'y attendais pas du tout donc ça m'a vraiment touchée parce qu'on se connaît pas, on se voyait de temps en temps sur Instagram mutuellement je pense mais voilà et voilà c'est vraiment de la générosité mais oui c'est de la gentillesse comme ça quoi enfin donc je te remercie énormément Sabrina ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc je lui ai dit, bah voilà, bah maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut que je trouve un combo. Et j'avais passé une commande chez Pauline de Bulbe Bizarre pour initialement me tricoter le brioche pour le thé. Donc j'avais commandé le kit bouton d'or, donc qui est ce kit là. Voilà, qui est composé de 2 coloris qui sont permanents et un coloris du printemps, il me semble. Donc c'est les coloris bougainvilliers. Hop. Voilà. Bulbe bizarre. Le coloris rétro yellow. Voilà. Et le coloris Bloomingdale's. Hop. D'ailleurs ce coloris il est juste incroyable avec toutes les variations
de couleurs. Alors je vais pas vous enlever l'étiquette parce que alors moi si j'arrive pas à la mettre ça va m'énerver. Mais je sais que enfin, on voit vraiment mieux les nuances quand on les enlève. C'est Clément de comment c'est quoi? C'est Monsieur Knitting qui enlève les étiquettes et c'est vrai que c'est carrément mieux. Mais moi ça va me stresser. Ça va me stresser si je l'enlève et que j'arrive pas à la remettre. Donc vous m'excuserez, mais je n'enlèverai pas mon étiquette. Mais voilà, initialement j'avais commandé ce kit là pour me faire le brioche pour le thé. Et puis en fait, en voyant les projets en cours, c'est vrai que moi ça me parlait, j'adore la brioche, j'adore les châles en brioche. Mais en voyant les projets terminés, je me suis posé la question, est-ce que c'est une forme qui me conviendrait? Parce qu'elle est vraiment très plongeante. C'est un triangle, enfin c'est un châle triangulaire mais très plongeant. Et moi, mes formes de châle préférées, finalement, c'est les demi-lunes. Donc, on est un peu à l'opposé, vous voyez. J'aime bien les châles triangulaires, mais pas trop triangulaires. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il va attendre un autre projet de châle à 3 écheveaux. Et en fait, quand j'ai vu toutes les versions dont je vous ai parlé du Fiberfest Shawl, je me suis dit, ouais, ça serait vraiment pas mal dedans, quoi. Voilà. Mais le truc, c'est que j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté d'autres écheveaux chez Pauline. Donc j'ai acheté son fameux velours là. Enfin, en fait, pour tout vous dire, la commande c'était surtout pour ça parce que c'est vraiment un coloris sur lequel j'ai flashé. J'adore le violet. En ce moment, j'ai une passion pour le violet. Alors que l'année dernière, mon copain m'a fait rappeler, mais tu te souviens l'année dernière, tu m'as dit que jamais de la vie tu porterais du violet. Ben voilà. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. J'ai dit que j'aimais bien la couleur violette, mais pas portée, pas sur moi. Mais en fait, je pense qu'il y a des violets qui me vont mieux que d'autres. Encore une fois, il y a des tons chauds, des tons froids. Et lui, il a des blouses en violet, mais parme. Et clairement, moi, sur moi, ça fait trop fade. Enfin, ça ne va pas. Alors que ce violet-là, il est vraiment très beau. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est velours. Voilà. Et alors, en fonction de la luminosité, il a on voit une profondeur dans la couleur différente. Vous voyez, si je l'éloigne ou si je le rapproche, eh ben, on n'est pas sur les mêmes tonalités. Et moi, c'est vraiment un coloris que j'adore. Voilà. Donc, il y a celui-ci, mais il y en a encore un autre. Il y a le coloris Peaceful. Donc Peaceful, c'était son coloris du calendrier de l'Avent, mais le tout dernier, le 25 décembre. Donc c'est un coloris, je pense qu'elle va ressortir toute l'année, contrairement à Blooming Days, là. Je pense qu'ils sont plus disponibles, les coloris du printemps. Mais celui-ci, en fait, je l'ai pris parce que je me suis dit que c'est un coloris qui irait avec plein de trucs. Parce qu'on a vraiment des speckles de différentes couleurs. Et totalement dans mes couleurs à moi. Vous voyez, il y a du orange, il y a même du vert, du ocre, il y a un peu de saumon, du marron beige. Enfin, il est magnifique. Et je me dis qu'avec plein de couleurs différentes, il serait superbe. Donc de base, je voulais associer ces deux-là pour faire les chaussettes. Comment elles s'appellent ces chaussettes de chez Charlotte Stone, bon, je sais plus. Je crois d'ailleurs que Pauline Bulbuzard, ils avaient tricoté ça un peu avec des fleurs. Je sais plus. J'essaierai de vous mettre le visuel là juste ici. Mais voilà, initialement c'était pour faire ça, mais en fait, je sais pas. Je sais pas quelle couleur prendre là. Il me faut 3 couleurs pour le Fiberfest Shawl et je ne sais pas. Mais je pense quand même, tout au fond de moi, que je vais partir sur ce combo là, mais j'hésite parce qu'en fait celui-ci il va avec tout quoi, le velours, donc ouais, il y a plein de combos possibles, hein. Ouais, je sais pas, ouais, bref, mais bon, on verra bien. Donc prochain épisode, normalement j'aurai commencé mon Fiberfest Shawl. En fait, pour tout vous dire, j'essaie de finir mon gilet camé, enfin la manche de mon gilet camé, et dès que la manche est terminée ou au moins quasiment terminée, je me mets sur ça et je pense que ça y est. Enfin, c'est un super combo et puis hyper peps, vous voyez. On a besoin un peu de couleur dans nos vies, ouais. Je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, et puis ça pour mes chaussettes ou pour un châle, enfin voilà.
Voilà, voilà. Et puis est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, je pense au mois de juin tricoter le gilet. Comment il s'appelle? Coquille ou coquillage d'Emma Duché. En fait, c'est Corinne de la Provinciale qui en a parlé sur un de ses épisodes et je lui ai dit, ah, ou l'inverse, je sais plus. Enfin, on s'est dit toutes les deux qu'on voulait le tricoter et que. Ah, mais c'est trop beau ça ensemble. Je le voyais dans mon retour, juste dépasser un tout petit peu et je me dis, ah, mais c'est trop beau. Ah là là, non, je vais pas réussir. Je vais les éloigner là-bas, voilà. Donc oui, je vous disais, c'est Corinne de la Provinciale où on s'était dit qu'on voulait tricoter le gilet coquille d'Emma Duché, je pense qu'il s'appelle Coquille. Et donc on pensait peut-être le faire vers le mois de juin, enfin en fait le mois de juin c'est la semaine prochaine. Donc faut qu'on voit, mais peut-être, je sais pas, faut que je vois avec Corinne, mais peut-être vers mi-juin, quand je reviens de vacances, ce serait pas mal. Ou alors quand elle est disponible. Enfin bref, je peux rien imposer du tout, mais voilà, si jamais, enfin, faut que je vois avec elle si jamais on peut organiser un cal ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment hyper sympa. Enfin, moi je vois avec les filles du cal, du gilet camé, je trouve que l'ambiance est vraiment super et comme on est en groupe, et ben on se motive les unes avec les autres et puis de voir tous les coloris différents qui sont tricotés, c'est vraiment super sympa. Donc on va voir, au pire on tricote à deux parce que déjà c'est génial, mais pourquoi pas organiser un petit truc. Voilà, il y a ça qui est en préparation et puis c'est tout. Enfin déjà, il y avait oui, je voulais monter un Good Vibes à la place du Fiber Fest Show, mais comme Sabrina Choupi m'a embrigadée dans le truc, bah voilà, je plonge la tête baissée dans le Fiber Fest Show et je laisse de côté le Good Vibes. Mais il y a le Good Vibes qui m'attend aussi cet été. En tout cas, c'est sûr que je vais me le tricoter. Voilà, voilà, je pense qu'on a terminé pour la partie tricot. Oui, je pense que c'est terminé. Donc si jamais vous n'êtes pas intéressé par la couture ni par la lecture, j'y pense. Je peux vous dire au revoir maintenant parce que je crois que les autres fois, à chaque fois j'oublie. Je passe directement aux différentes parties, j'oublie de vous dire au revoir. Mais au revoir à celles et ceux qui ne poursuivent pas la vidéo. On se retrouve dans environ 2-3 semaines, je ne sais pas, quand la vie fera que je reviendrai. En attendant, bah, tricotez bien et à la prochaine. Et donc, bah, on va passer à la partie couture. Je vais boire un coup encore une fois. Alors, partie couture, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. En tout cas pour ce podcast, enfin pour cet épisode de podcast, je pense qu'au prochain épisode j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer parce que là je vous ai dit ça fait une semaine et demie, enfin ça, non, on part dans une semaine et demie en voyage et j'ai envie de me coudre plein de trucs, enfin, c'est n'importe quoi. À chaque fois moi je suis à la ramasse totale, donc j'ai envie de me faire un short, un pantalon et une robe. Je ne sais pas où est-ce que je vais caler tout ça, mais bon bref. Donc j'ai déjà cousu un pantalon que je vais vous montrer et d'ailleurs je vous ai filmé des petites séquences, si j'arrive c'est maintenant que je vais vous les mettre. Donc c'est des séquences où je découpe mon tissu pour le pantalon lison que je vais vous montrer juste avant quand même la fiche, ouais, hop, juste le visuel. Voilà, le pantalon lison de Jolie Lab. Encore une fois, je suis pas sponsorisée par Jolie Lab, mais clairement, je les adore, quoi. Donc voilà, si j'ai des images à vous montrer, je vous les incruste juste maintenant. Je m'apprête à couper le tissu, enfin ce tissu pour faire le pantalon lison de Jolie Lab. Et je voulais revenir en vidéo pour vous expliquer la préparation du tissu parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé d'expliquer un peu comment on faisait. Donc la première chose, moi quand j'achète un tissu, directement quand j'arrive chez moi je le mets dans le bac à linge et dès que je peux je lave mon tissu avec les vêtements de tous les jours. Donc au minimum je fais un cycle rapide et au mieux je fais un cycle normal avec synthétique 40 par exemple. Et après ça je stocke mes tissus pliés dans une armoire. Et avant la coupe, je repasse mon tissu. Donc celui-ci, il s'agit d'un crêpe de polyester. Comme vous voyez,
Là, si je le froisse avec mes mains, en fait, il fait pas de plis. Donc j'avais pas besoin de le repasser. Par contre, là, j'ai un autre tissu. Je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. Là, vous voyez, il y a des petites pliures. Donc quand je l'ai stocké, il y a des faux plis qui se sont créés. Donc là, si j'ai besoin de couper le tissu, il faudra absolument que je repasse pour éliminer ces faux plis. Voilà, une fois qu'on a lavé, repassé son tissu, il faut déterminer l'endroit de l'envers de notre tissu parce qu'en fait, je vais vous montrer après, mais on plie notre tissu endroit contre endroit pour décalquer notre patron et couper les pièces du patron. Alors les tissus comme ça où il y a des imprimés, c'est assez facile parce que finalement vous avez vraiment un recto verso. Vous voyez, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit, donc c'est assez facile. Mais il y a des tissus comme ça où en fait on voit pas très bien. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder les deux faces du tissu et voir quelle face vous préférez. Et si vraiment vous ne savez pas du tout, vous pouvez vous aider de la lisière où en fait il y a des petits picots. Vous voyez, juste ici, il y a des petits picots et généralement, mais c'est pas toujours le cas, j'ai déjà eu des cas inverses, mais généralement les picots forment des petites bosses sur l'endroit du tissu. Donc quand vous passez votre doigt sur les petits picots là, en fait vous devez sentir des bosses alors que sur l'envers du tissu, vous ne sentez pas de bosses, c'est vraiment tout plat. Voilà, donc là, moi je vais du coup prendre cette face-là de mon tissu comme l'endroit, même s'il y a vraiment quasiment aucune différence entre l'endroit et l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. En termes d'aspect du tissu, on est vraiment sur la même chose. Et si je prends ce tissu-là, par exemple, donc si on prend la lisière, alors bah là on sent pas trop les petites bosses. Ah si, je les sens. De l'autre côté, effectivement, là on a des bosses sur... pardon, vous êtes hors champ. Là on a des bosses sur ce côté-là. Et là ça fait plus plat. Mais c'est pas évident. Vraiment, il y a des fois où on se casse la tête. Et ce que je fais, c'est que je préfère, quand je galère, prendre la face qui est plus jolie à mon sens, comme l'endroit du tissu. Et dans ces cas-là, je fais une marque avec une craie sur la face que j'ai choisie. Parce que par exemple, quand on a des sergés de tissu, enfin de polyester, enfin n'importe quoi, des sergés, on a vraiment des aspects endroit-envers qui sont différents mais qui sont aussi jolis l'un que l'autre. Donc là, il faut choisir quel aspect on préfère. Voilà, donc je vais plier mon tissu et je reviens vous voir juste après. Voilà, donc j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Donc quand on dit plier le tissu, en fait, on va mettre les deux lisières l'une sur l'autre, vous voyez. Hop. Et en fait, endroit contre endroit, ça veut dire que l'endroit est à l'intérieur du pli. Donc là, en fait, on va tracer tout sur l'envers. Ça, c'est ce que vous voyez par-dessus, c'est l'envers. Et donc, votre tissu est bien plié en deux. Vous voyez? Et donc là, je vais venir positionner les pièces de mon patron. Et je vais venir faire attention au droit fil. Donc le droit fil, c'est le trait généralement marqué d'une flèche que vous avez sur votre patron et il doit être en fait parallèle soit à votre pliure ou soit à votre lisière. Donc moi ce que je fais, c'est que je mesure en fait la distance. Donc là on est plus proche par exemple de ce côté-là, du côté gauche. Donc je vais mesurer entre ici et ici, par exemple si j'ai 30 cm, il faut que en haut de mon droit fil, entre là et là, j'ai 30 cm. Vous voyez, là et là, 30 cm, et là, 30 cm par exemple. Hein. C'est une mesure vraiment d'exemple. Et je vais venir placer toutes mes pièces comme ça, bien parallèles. Et moi, ce que je fais pour les pantalons, j'évite de les mettre tête bêche. Donc c'est-à-dire de mettre cette pièce de patron dans ce sens-là et d'avoir, par exemple, donc là on est sur le dos, et d'avoir le devant qui soit inversé. Vous voyez, avoir le bas, enfin le haut du devant ici et le bas du pantalon en haut. On appelle ça de mettre les pièces tête bêche parce qu'en fait il y a des tissus. Là on n'est pas sur un tissu qui fait ça, mais il y a des tissus où il y a une brillance qui est différente selon comment vous orientez votre tissu et donc il faut faire vraiment très attention à ça. Donc moi, par principe, je mets toujours mes pièces de la même manière. Je vais vous montrer juste après.
Ouais, du coup, juste pour vous montrer, en fait, tête beige, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est le haut du pantalon, le haut devant, et là, c'est le haut du dos. Donc ça, c'est mettre les pièces tête beige. Là, c'est pas possible parce que du coup, ça rentre pas dans la largeur du tissu. Mais il y a des fois où c'est possible parce qu'on est sur des pantalons moins larges. Et donc, il y a des gens qui font ça pour gagner de la place. Parce qu'effectivement, quand on positionne ces pièces de patron comme ça, on gagne un peu de tissu. Mais faut vraiment être sûr que on n'ait pas de différence en termes de brillance dans un sens ou dans l'autre. Donc là, j'ai commencé à préparer mes pièces de patron sur le tissu. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est vraiment un patron facile pour débuter. Je pense que c'est l'idéal, hein, clairement. Il n'y a pas trop de points techniques. Mis à part les poches italiennes et la ceinture où ça peut être un peu plus compliqué, mais si on prend son temps, franchement, c'est vraiment un patron que je recommande pour débuter. Et donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut vraiment faire attention au droit fil. Vous voyez là la ligne, ici c'est le droit fil. Donc j'ai mesuré à chaque fois à partir de la lisière. Il y avait 23,5 ici, donc j'ai fait attention à ce qu'en haut, entre là et là, il y a 23,5 également. Et j'ai épinglé, vous voyez, tout autour de mon patron, enfin de ma pièce de patron. Pas autour, mais dans ma pièce de patron. Et je vais venir découper tout autour à ras du patron, parce qu'en fait, c'est un patron avec les marges de couture incluses. Donc vous n'avez pas à ajouter les marges de couture. Moi, ce que je fais, c'est que je les rajoute quasiment systématiquement, à part quand j'oublie, directement sur mes pièces de patron. Au moins, j'ai plus à penser à ça quand je découpe. Et par exemple, les patrons Burda, je le rajoute aussi directement. Je voulais vous montrer d'ailleurs parce que moi, je préfère décalquer sur ce genre de tissu oh là là, je dis n'importe quoi, désolée. Sur ce genre de papier de soie qu'on trouve en mercerie. Ça doit être 6 € le rouleau ou quelque chose comme ça. Mais parfois ça peut être compliqué de voir les lignes au travers, et notamment quand on décalque des patrons issus de magazines comme Burda. Et dans ces cas-là, j'utilise du papier transparent, donc que les fleuristes utilisent en fait. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, un rouleau de je sais plus combien de mètres, mais c'est énorme. Et comme vous voyez, par exemple, si je prends une pièce, donc là on a le fond de poche d'un pantalon. Donc la première ligne correspond au traçage qu'on a sur le patron. Et moi je rajoute directement ma marge de couture. Là c'est la deuxième ligne avec 1 cm de marge de couture. Voilà, donc là avec le droit fil dont je vous parlais. Voilà, donc je vais faire ça pour tout le restant de mes pièces. Et vous voyez, moi je mets pas tête bêche, hein, comme je vous ai dit. Je les mets du même sens. Donc je perds un peu de tissu ici, mais je préfère faire comme ça. Voilà, ou à la rigueur, je peux ramener mes fonds de poche et les mettre ici pour les découper pour gagner davantage de tissu. Voilà. Donc je vous retrouve juste après que j'ai découpé toutes les pièces de patron. Juste pour vous faire un focus sur ces croix là, en fait à la place du droit fil, des fois on a des croix. Et c'est pour vous dire que vous pouvez placer votre pièce de patron comme ça ou comme ça, peu importe, en fait ça va tomber de la même manière finalement. Voilà, alors le pantalon lison, donc alors le pantalon lison, c'est ma 4e version. Vraiment, c'est un pantalon que j'adore faire. Alors c'est ma 4e version en pantalon, et puis j'ai fait une version aussi en short. Et je pense qu'il y aura encore d'autres versions, clairement, parce que c'est un patron qui est facile, qui est à la fois facile à coudre, mais aussi facile à porter. Et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc mon pantalon lison, je l'ai cousu dans un crêpe de polyester que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, mais à la boutique de Lille.
Je pense que je vous avais montré le tissu la dernière fois et c'est vraiment sympa la boutique des Coupons de Saint-Pierre parce que les vendeuses sont super gentilles et elles vous conseillent vachement bien. Donc si jamais vous avez besoin de tissus, alors c'est pas forcément les tissus les moins chers, mais on est au niveau qualitatif, on est quand même bien. Et d'ailleurs c'est plus cher que les Coupons de Saint-Pierre de Paris par exemple. Mais moi vraiment j'ai eu un coup de cœur pour plein de tissus différents donc je vais y retourner. Et donc là, par exemple, j'avais payé mon coupon de 3 mètres 35 euros. Donc c'est quand même un peu plus cher que ce qu'on peut retrouver sur la boutique de Paris, celle qui est en ligne. Mais vraiment, la qualité est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est un pantalon que j'ai porté hier, vous voyez, et je ne l'ai pas du tout repassé. Et enfin, il n'y a quasiment pas de... Il y a peut-être une ou deux lignes de froissure, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, tip top. Alors, à coudre, moi, le crêpe, c'est pas forcément ce que je préfère coudre parce que j'ai du mal à être hyper précise. Vous voyez, et au niveau du repassage, des fois, j'ai un peu du mal. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça, j'ai eu du mal à plaquer mes coutures bien comme il faut. Enfin, c'était pas très évident à être bien précise. Voilà. Et moi, j'aime bien quand les choses tombent bien, les choses sont bien au millimètre, vous voyez. Bon, bref. Mais sinon, au niveau de la construction, non, attendez, je vais juste vous dire les caractéristiques, enfin, le métrage, tout ça. Alors, au niveau du métrage, je pense que c'est à peu près 2 mètres qu'il faut de tissu. Je me souviens plus. Oui, enfin, taille, alors, ouais, enfin, ils mettent 1,90 m pour la taille 34 et 2,10 m pour la taille 40. Donc je suppose qu'entre la taille 34 et la taille 40, il faut 1,90 m. Et à partir de la taille 40, 2,10 m. Et à partir de la taille 48, 2,20 m. En laisse de 140. Et alors, oui, enfin, c'est assez inclusif, c'est ça qui est pas mal. Enfin, ouais, si ça va. En termes d'amplitude de taille, on va du 34 au 48, c'est normal. C'est pas non plus hyper inclusif. Donc c'est plutôt normal. Et puis, juste pour vous montrer le nombre de pièces à découper, on n'est pas sur quelque chose d'extravagant. Vous voyez, vous avez le devant, le dos, le fond de poche, enfin, ouais, attendez, c'est quoi le fond de poche? C'est celui-ci, la poche avant. On a les liens, mais on n'est pas obligé de mettre les liens. On a la ceinture dos et la ceinture devant. Donc en termes de couture, enfin en termes de pièces, on n'a pas énormément. Et vous voyez, vous pouvez mettre ou ne pas mettre la petite cocarne. Et par exemple, moi j'en ai un où je ne l'ai pas mis. Donc il sort du lavage. Donc, je suis désolée, je ne l'ai pas repassé. Mais alors, hop. Vous voyez, là je l'ai pas mis. Juste ici. Donc là c'est parce que vraiment j'avais pas suffisamment de tissu. Mais quand j'en ai suffisamment, bah, j'aime bien mettre la petite cocarde qui d'ailleurs est partie. Alors en termes de montage, alors on fait d'abord, enfin après tout dépend comment vous voulez procéder. Eux ce qu'ils disent de faire c'est d'abord de relier le dos. Attendez que je reprends. Je me souviens plus. Alors je l'ai cousu. Oui, on coud les devants, donc la fourche devant. Ensuite, on coud les poches à l'italienne. Donc les poches à l'italienne, c'est vraiment pas des poches compliquées. Et moi, j'aime vraiment bien le fini, le tombé des poches à l'italienne. C'est des poches qui sont de travers, comme ça. Enfin, elles sont en triangle, enfin une ouverture triangulaire. C'est pas du tout difficile à coudre, il faut simplement suivre étape par étape. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il y a un pas à pas en vidéo. Ouais. D'ailleurs, sur leur chaîne YouTube, vous voyez, il y a un petit QR code à scanner si jamais les explications ne sont pas suffisantes. Mais franchement, le livret est super bien expliqué. Mais pour les débutantes, clairement, vous pouvez foncer chez Jolie Lab. Et notamment ce pantalon-là, je pense qu'il est vraiment accessible aux débutantes. Voilà, donc on a les poches à l'italienne. On a aussi un petit pli devant à faire. Hop, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça, c'est un pli qu'on crée.
Voilà. Ensuite, on relie, il y a la fourche dos, on relie les jambes. Donc ça, tout est super bien expliqué. Et puis après, on a la ceinture. Alors la ceinture, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Si vous débutez, moi je vous conseille de ne pas mettre la cocarde parce que vous êtes encore une fois pas obligé et ça peut être un peu compliqué de gérer toutes les épaisseurs, etc. Donc c'est un peu plus simple de ne pas mettre la cocarde. Et enfin, je sais pas comment ils appellent ça, le nœud, voilà. Et puis en fait, il s'agit juste de coudre la ceinture. Donc c'est une ceinture à portée, donc vous cousez endroit contre endroit au départ, puis vous repliez. Et il faut laisser en fait une ouverture à l'intérieur. Voilà. Ici, en fait, on laisse normalement une ouverture, donc c'est le devant, mais à l'intérieur. Et ça va nous permettre de glisser un élastique à l'intérieur. Vous voyez, tout à l'intérieur, là, il y a un élastique d'environ 4 cm. Et moi, j'ai fait une grosse boulette. C'est qu'en fait, ce que je fais, c'est que je mets une épingle à nourrice au niveau de mon élastique. Je passe mon élastique à l'intérieur. Et une fois que j'arrive au niveau où il faut coudre, je fixe mon épingle à nourrice. Je fixe mon élastique avec des épingles et je couds. Et puis j'ai fermé et puis j'ai laissé mes épingles à nourrice à l'intérieur. Voilà, donc là il y a mon épingle à nourrice à l'intérieur. Donc il faut que je défasse ici, là, tout là, et que je reprenne les épingles à nourrice parce que je ne vais pas laver mon pantalon comme ça avec les épingles à nourrice à l'intérieur. Voilà. Vraiment, ça c'est tout moi, quoi, clairement. Je pense que j'ai déjà dû faire la boulette sur d'autres pantalons lisons. Donc, clairement, ça me parlait. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais je crois que j'ai déjà fait cette connerie. Enfin voilà. Et donc après, le seul truc qui est un peu chiant avec ce pantalon, c'est que comment ça s'appelle, l'élastique à l'intérieur a tendance à rouler. Vous voyez, je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus visible là. Ouais, vous voyez, ça a tendance à rouler là, l'élastique. Et du coup, je passe ma vie à remettre l'élastique bien comme il faut, à bien le plaquer au niveau des coutures. C'est trop chiant. Alors, je sais pas s'il y a une astuce que je ne connais pas qu'il faudrait que je fasse pour éviter ça, parce que clairement, ça m'énerve. Voilà, donc avant de le mettre, je vérifie bien que l'élastique soit bien plaqué partout. Je le remets bien. Et encore que là, du coup, comme il a bien séché comme ça, ça a du mal à se remettre. Enfin bref, voilà. Enfin, ça, je vais le faire plus tard. Voilà, mais du coup, ce que j'ai pas fait, il faut que je fasse quand même, c'est qu'on peut fixer l'élastique au niveau de la ceinture. Vous voyez, là, il y a la couture qu'on a faite avant de mettre l'élastique. Vous repassez une couture droite ici et ça vous fixe l'élastique. Mais pour autant, vous faites ça dans le dos et au niveau justement de là où vous avez votre lien. Et en fait, il y a quand même... il y a quand même une grande longueur ici où ça peut rouler. Donc, je sais pas. Peut-être que... Je sais pas comment je peux faire. Ou faire des points à la main à l'intérieur. Peut-être que je peux faire ça. Ouais, il faut que je vois. Si jamais vous savez comment faire pour éviter que les élastiques ne roulent à l'intérieur des ceintures, moi je suis preneuse d'astuces. Voilà, voilà. Donc vraiment c'est un patron que j'aime beaucoup coudre. Je pense qu'il y aura d'autres réalisations, enfin d'autres versions de ce pantalon lison parce que je m'en lasse pas du tout. Et à chaque fois que je le porte, on est hyper à l'aise comme c'est une ceinture élastiquée. Surtout l'été, moi j'aime bien être hyper à l'aise, que ça me sert pas trop, enfin voilà. Et là j'adore. Donc je pense me refaire d'autres versions, mais vraiment avec les jambes hyper longues. Parce que là, je pense que j'ai rallongé par rapport à ce qui est préconisé. Et en fait, ça arrive encore 4-5 cm au-dessus du sol. Et moi, j'ai envie limite une version à ras du sol, vous voyez. Je trouve que c'est hyper élégant. Donc voilà. Ah oui, et puis il y a une version où vous pouvez rajouter des petits froufrous là au niveau du short. Alors... J'aime bien les froufrous, mais pas sur les shorts. Enfin, en fait, au niveau des hanches, j'ai pas besoin de froufrous.
C'est plutôt au niveau des hauts, voilà, où j'aime bien que ce soit bouffant, enfin, mais au niveau des shorts, non. Voilà, donc ça, c'était pour mon projet terminé. Et pour mes futurs projets, alors j'ai pas ramené ce que j'allais faire, mais je vais me coudre une robe Sadaka dans alors c'est quoi comme tissu? Je me souviens même plus ce que c'est comme tissu. C'est un tissu pareil des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière pendant les soldes. Ça doit être un coton, comment on appelle ça? Un coton qui est de couleur beige, mais ça a un nom particulier, enfin je sais plus. Et donc je vais essayer de me faire ça pour la semaine prochaine. Et aussi, ah oui, j'avais oublié, je voulais essayer de me faire aussi un sac banane parce que j'avais reçu à Noël de mon amie pour qui j'avais tricoté le pull vert que je vous avais présenté dans, je pense, le premier ou le deuxième épisode. Elle m'avait offert un kit de chez Jolie Lab, donc c'était le sac banane Yoko avec le tissu léopard. Donc si j'ai le temps, je vais essayer de faire la robe, le sac banane, et puis j'ai envie de me faire un short, mais rien n'est moins sûr, hein. Donc voilà, mais je pense que du coup pour le prochain épisode, il y aura pas mal de couture. Voilà, donc pour la partie couture, c'est terminé. Je vais juste faire une petite partie lecture parce que vous m'aviez demandé de faire un retour sur le dernier Franck Tillier. Puis après, ce sera terminé. Je pense que ce sera déjà pas mal quand même. Voilà. Alors, le Franck Tillier, le dernier, c'est le Norferville. Et je vais boire encore un coup avant de poursuivre plus. Parce que je suis en train de perdre ma voix. En fait, parler 1h30, c'est... Enfin, 1h30. Non, j'exagère. 1 heure, c'est pas naturel pour moi. Allez, du coup, mes cordes vocales, elles sont là. Mais qu'est-ce que tu fais, Imelda? Enfin, voilà. Donc, j'ai lu le dernier Franck Tillier, le Norferville, que j'ai eu la chance de faire dédicacer genre le samedi après sa sortie. Donc, j'ai une petite dédicace de Franck Tillier. J'étais trop contente d'aller le voir, vraiment. C'est la première fois que je rencontrais un auteur en vrai. C'est hyper intimidant, je trouve, de rencontrer quelqu'un dont on admire le travail. Et alors, Franck Tillier, moi j'ai lu, je pense que j'ai lu quasiment tous ses one-shots. Donc les one-shots, ce sont les livres qu'il écrit où l'histoire n'a rien à voir avec ses autres livres. Vous voyez, vous pouvez lire ce livre-là, c'est un one-shot, indépendamment de tous ses autres livres. Donc il a plusieurs one-shots. Et puis il a une série dans laquelle il a des personnages récurrents qui reviennent de livre en livre. Donc c'est la série Charcot et Anne Bell. Et en fait, ceux-là, pareil, vous pourriez les lire n'importe comment. Moi, j'en ai lu quelques-uns comme ça au tout départ, hein, quand je ne savais pas qu'il y avait une série. J'en ai lu quelques-uns. J'ai lu Pandemia, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre avec Charcot et Bell? Je me souviens plus, mais j'en ai lu au moins un deuxième, c'est sûr. Et puis après, je me suis dit, ah, mais c'est bête, autant reprendre dès le départ parce qu'il y a quand même une évolution au niveau des personnages qui est intéressante à suivre hein, parce que au niveau de la psychologie, au niveau de l'histoire en elle-même des personnages, on a des changements qui se répercutent de livre en livre. Et de ce fait, j'ai décidé de reprendre depuis le début la série Charcot et Bell, donc j'en suis au deuxième ou troisième. J'ai lu ces deux premiers, c'est sûr, La Chambre des Morts et La Forêt des Ombres. Donc je vais être à Deuil de Miel ou Train... Ah non, c'est Train Rouge, je sais plus quoi. Voilà, et donc là, quand il a sorti celui-ci, j'étais trop contente parce que c'est un one-shot, alors que celui de l'année dernière, c'était un Charcot and Bell. Donc je l'ai eu à Noël, mais il attend que tous les autres soient lus avant, vous voyez. Et c'est un livre qui était vraiment... Enfin, ça a été un plaisir, un régal à lire. Là récemment j'ai lu, enfin je suis en train de lire un livre, c'est Panayotis, enfin je sais plus le nom du bouquin, que j'avais eu à mon anniversaire et dont j'avais entendu, enfin vraiment il a été plébiscité par beaucoup, notamment la grande librairie. Et moi généralement quand je lis des livres, j'y vais, j'essaie de pas trop lire les critiques pour pas être trop, comment dire, influencée. Vous voyez, en termes d'appréciation des bouquins. Mais bon, il y a des fois,
on tombe forcément sur des gens qui nous parlent de certains livres, on se fait influencer, c'est normal. Mais voilà, ce livre-là, je l'ai lu sans... Enfin, je suis en train de le lire sans aucun a priori. Et en fait, en plein milieu du livre, je me suis dit, mais c'est quoi ce bouquin? Je ne peux pas je peux pas le continuer. Donc, je suis allée voir les critiques sur Babelio. Et effectivement, mon opinion était partagée par d'autres. Donc, ça m'a rassurée dans un sens. Je me suis dit, ok, ça va, c'est pas que moi. Donc, à cause de ce bouquin, j'ai été dans une grande phase de panne de lecture. Et puis est arrivé Northferville et là ça m'a fait une bouffée d'air frais. Enfin clairement, on est en fait sur une histoire qui se passe au Canada, je crois. Enfin, voilà, moi je suis hyper nulle pour raconter je sais pas comme Karine de la Miss Nectar, je suis hyper nulle pour vous faire des résumés, mais en gros ça se passe, je pense, oui, au Québec, hein, je crois que c'est ça, je sais même plus. Ah, je suis une gourde, mais c'est un truc de ouf. Hein. Près de Montréal, voilà, ça se passe près de Montréal, dans une ville fictive, hein, totalement inventée par Franck Tillier, parce que j'ai été voir, je me suis dit, est-ce que ça existe ce truc? Et puis, en fait, c'est un détective de Lyon qui va se retrouver dans cet univers totalement glaçant, où il y a très peu de civilisation, on est sur des gens... il y a une communauté autochtone qui habite là-bas, donc on a des rites, une culture différente. Et ça a été vraiment très intéressant, je trouve, à suivre, justement par cet aspect-là. Et aussi pour l'aspect policier qui a été vraiment très prenant. J'ai beaucoup aimé parce que là on est sur un page turner, donc c'est-à-dire que les chapitres étaient très courts et donc ça se dévore, hein. Clairement on n'a pas envie de lâcher le bouquin avant de savoir la suite. Et vraiment je vous le recommande si vous aimez bien les policiers. C'est un bouquin qui pourrait vraiment vous plaire parce que là on est sur du Franck Tillier mais très très soft. C'est-à-dire que j'en ai lu quelques-uns et je peux vous dire qu'il y en a qui sont un peu très très gore. Et là, on n'est pas du tout sur du gore, on n'est pas du tout sur de l'horreur. C'est beaucoup plus... c'est quand même plus subtil, c'est moins, c'est moins trash, quoi. Donc je pense que c'est un bouquin de Franck Tillier qui peut plaire au plus grand nombre, clairement. Donc, non, ça a été une super découverte et j'ai envie de le mettre dans toutes les mains de tout mon entourage. Là, je vais le prêter à une de mes collègues qui, elle n'est pas fan de Franck Tillier, justement pour cet aspect un peu gore. Elle me dit non, des fois c'est beaucoup trop, les descriptions sont trop détaillées, on est trop trash, trop. Et donc là, je lui dis non, mais là, celui-là, ça va. Clairement, c'est soft. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est vrai que c'est pas... je suis pas hyper forte pour décrire. Je suis pas littéraire en fait de base, je suis très scientifique. Et ouais, mais sinon en termes par contre de lecture, j'ai pris un plaisir et notamment au départ, la première moitié du livre. Généralement, moi, quand je lis, c'est plus pour l'histoire, mais si c'est bien écrit, c'est encore mieux, vous voyez. Et là, en fait, j'ai dégusté l'écriture de Franck Tillier. C'est la première fois que ça m'arrive, clairement, parce qu'il y a des livres de Franck Tillier, ouais, c'est plus l'histoire qui est percutante. Et là, je trouvais que c'était vraiment très très bien écrit. Je sentais que, je sais pas, comme s'il avait vraiment mis du cœur dans chacun de ses mots, vous voyez. Et je trouvais que ça se dégustait, quoi. Donc... voilà, je vous le recommande, hein, clairement. Si vous attendiez mon retour, voilà. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je pense que ça fait partie de mes préférés de Franck Tillier à l'heure actuelle. Clairement, ouais. Alors j'hésite parce que top 1 pour l'instant, c'était le manuscrit inachevé, mais il était beaucoup moins bien écrit que celui-ci, je trouvais. Voilà, donc peut-être, ouais, le Northferville va peut-être détrôner. À voir. En fait, moi, souvent, les livres comme ça, c'est plus dans l'impact que ça a par la suite. Vous voyez comment ça résonne en moi. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Betty, que je vous recommande chaudement. Celui-ci, déjà, à la lecture, il a été hyper percutant. Et maintenant encore, il résonne en moi. Vous voyez, c'est un livre qui a beaucoup de conséquences. Enfin, pas beaucoup de conséquences, mais... j'y pense encore, ça fait plus d'1 an que j'ai lu, j'y pense encore, c'est que vraiment il m'a marqué. Et donc voilà, on va voir s'il me marque tout autant, mais je pense que ouais, y a moyen que ça devienne mon préféré de Franck Tillier.
Voilà. Et donc je suis toujours sinon en train d'écouter, d'audio-lire Dune de Frank Herbert. C'est toujours un plaisir. Ouais, enfin, clairement, en fait, comme j'avais regardé les films au préalable, ça m'a permis de me plonger dans l'univers parce que c'est la première fois que je lis un livre de science-fiction aussi fort, quoi. Enfin, aussi science-fiction, vous voyez. Et je pense que si on n'a pas soit lu le livre ou vu le film avant, je pense qu'il faut faire soit deux lectures ou soit faut voir le film et lire le livre ensuite pour vraiment s'imprégner de l'univers. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ouais, non, j'aime beaucoup écouter en tout cas la lecture de Dune. Je vous avais dit hein, qu'il y a non, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais essayé de le lire et j'avais pas du tout accroché. Mais le fait que là, il y ait quelqu'un qui le lise et qui mette des intonations différentes pour les personnages, je sais pas moi, pour faire vivre l'histoire, et ben, je trouve ça beaucoup plus percutant et on rentre beaucoup plus facilement dedans. Donc voilà, et puis prochaine lecture, bah là, il y a Karine de la Miss Knitter qui a sorti son épisode et qui a fini Les Aiguilles d'Or de... Comment il s'appelle cet auteur? Ah, je sais plus. Celui qui a écrit Blackwater. J'ai adoré la série Blackwater. Et puis quand est sorti Les Aiguilles d'Or l'année dernière, on l'a acheté directement. J'ai lu le premier chapitre et je me suis dit oulala, oulala. Et en fait, ça avait fait la même chose à Karine et elle m'avait déjà répondu à mon commentaire en disant non mais vraiment continue Imelda parce que je t'assure, c'est que le premier chapitre et après on rentre dedans. Donc je pense que la prochaine lecture physique, ça sera Les Aiguilles d'Or. Voilà, elle m'a donné vraiment envie. Et voilà. Donc je pense que là, cette fois-ci, on a tout dit. Je pense qu'on sera sur un épisode hyper long parce que je l'ai fait en 2 fois. Là, on est à 44 minutes. J'ai parlé hyper longtemps, j'ai l'impression. Enfin, j'espère que ça sera pas trop long. En tout cas, je n'ai plus de voix, donc ça veut dire que j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais vous laisser. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont suivi jusqu'à la fin. Parce que, encore une fois, ouais, c'était un épisode hyper long. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, encore une fois. Enfin, vous êtes vraiment adorables, vous êtes d'une bienveillance. Enfin, ça fait vraiment chaud au cœur, donc je vous le redis à chaque épisode, mais continuez d'être gentils et bienveillants, parce qu'on n'en a pas suffisamment des gens comme ça dans le monde, donc continuez, c'est hyper important. Et puis on se revoit, comme je vous l'ai dit, je pense tout à l'heure, on se revoit d'ici 2-3 semaines. En attendant, tricotez bien, cousez bien si vous cousez, lisez bien si vous lisez, faites-vous plaisir. J'espère que on aura du beau temps parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas fait un point météo dans cet épisode de podcast, mais c'est chaotique, hein, clairement. En fait, on a quelques jours de beau temps et après, pouf, une semaine de pluie. Quelques jours de beau temps, pouf, une semaine de pluie. Voilà, et puis, ah oui, je vous ai pas dit, mais je me rends au Laine en Or dans 2 jours, du coup. Donc si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit bonjour au Ch'ti Bazar à l'édition de printemps, et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir que vous veniez dire bonjour, parce que moi-même je sais que c'est compliqué. L'année dernière j'avais croisé plusieurs podcasteuses ou filles qui sont connues dans le tricot à l'édition de novembre, et j'ai même pas osé leur dire bonjour, donc je comprends à quel point ça peut être compliqué, donc voilà, mais clairement vous pouvez m'aborder, moi je suis pas méchante du tout. Et puis ça sera avec plaisir de parler de tricot, comme on a une passion, ou couture, voilà. Donc comme on a une passion commune dans tous les cas, si vous êtes là jusque maintenant, c'est que clairement on a une passion commune, ça sera facile de parler. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'ai trop hâte. Je compte les dodos comme une enfant avec Noël. C'est Muriel de Pollen aussi qui met en story là depuis J-10, je crois qu'elle fait J-10, J-9. Et je lui dis mais c'est pire que Noël en fait, le laine en or. Et oui, c'est pire que Noël. Non, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de voir les teinturières, de voir les tricopines, de vous voir si vous y serez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez au laine en or,
et je serais ravie qu'on discute ensemble. Donc voilà, je vais vous laisser pour... là c'est bon, j'ai vraiment tout dit, donc je vais vous laisser. À la prochaine. Ciao!